Imaginez un peu, si on pouvait prédire les propriétés de n'importe quelle matière, en partant de zéro. Vraiment de zéro. Pas d'expérience, pas de test en labo, juste les lois fondamentales de la physique. Eh bien, c'est la promesse un peu folle de la chimie quantique. Et aujourd'hui, on va voir comment on assemble la machine qui rend tout ça possible. Voilà, c'est ça, la promesse ultime. Prédire la couleur d'un pigment, l'efficacité d'un médicament, juste en connaissant quelques chiffres des constantes fondamentales comme la charge de l'électron ou la constante de Planck. C'est une quête fascinante, une tentative de comprendre la matière à son niveau le plus fondamental. Et tout ça porte un nom qui sonne assez classe, la chimie ab initio. Ça veut tout dire en fait. C'est du latin pour depuis le commencement, depuis le début. L'idée, c'est vraiment de tout reconstruire, brique par brique, à partir des principes premiers de la physique. Sans aucune béquille, sans s'appuyer sur des résultats d'expérience. Alors, pour construire cette machine à prédiction, on va assembler 6 piliers essentiels. On verra la promesse de base, puis une fondation classique, eh oui, classique, avant de plonger dans le cœur quantique. Ensuite, on verra comment on relie ça au monde réel, comment on pousse les limites pour les cas extrêmes, et on finira sur le grand compromis qui gouverne absolument tout dans ce domaine. Allez, c'est parti. On attaque avec le premier pilier, notre fondation. Et là, surprise, notre voyage au cœur du quantique ne commence pas avec Schrödinger ou Heisenberg, non. Il commence avec une idée bien plus ancienne. Une simplification, mais une simplification absolument cruciale. Tout part d'une observation assez simple en fait. Regardez la différence de masse entre les noyaux et les électrons. C'est juste colossal. Un noyau atomique, c'est des milliers de fois plus lourd qu'un électron. Imaginez des paquebots très lents, très massifs. Ça, ce sont les noyaux. Et autour, des nuées de moustiques hyper rapides. Ça, ce sont les électrons. La conséquence, les moustiques, eux, s'adaptent quasi instantanément au moindre petit mouvement des paquebots. Et ça, c'est la clé de tout. Ça veut dire qu'on peut tricher un peu. On peut séparer leurs mouvements. On va faire comme si les noyaux étaient complètement immobiles, gelés sur place, et pendant ce temps, on calcule tranquillement la configuration des électrons autour. C'est ça, l'approximation de Born-Oppenheimer. C'est vraiment la pierre angulaire de quasiment toute la chimie numérique. Sans elle, franchement, les calculs seraient juste impossibles. Et à partir de là, on peut créer une boucle de calcul super élégante pour simuler le mouvement des molécules. C'est ce qu'on appelle la dynamique moléculaire ab initio. C'est simple en fait. Étape 1, on fixe les noyaux. Étape 2, on calcule l'énergie et les forces sur eux. Étape 3, on les déplace juste un tout petit peu en fonction de ces forces. Et on recommence. Pas à pas, on peut littéralement voir une réaction chimique se dérouler, image par image, directement sur l'ordinateur. Bon, on a notre fondation, maintenant il est temps de passer au cœur du réacteur, le moteur de notre machine. Quelles sont les règles du jeu? Qu'est-ce qui définit l'énergie d'une molécule? Pour ça, on a besoin de 2 piliers fondamentaux, la mécanique quantique et l'électromagnétisme. Alors, l'équation qu'on doit résoudre a un nom un peu intimidant, l'hamiltonien moléculaire. Mais en vrai, quand on regarde de plus près, c'est juste une liste de courses. C'est la somme de 5 types d'énergie. L'énergie de mouvement des électrons, celle des noyaux, l'attraction entre les électrons et les noyaux, la répulsion entre les noyaux et la répulsion entre les électrons. Et c'est là qu'on touche au vrai problème, au point qui rend tout ça si difficile. Ce dernier terme, la répulsion entre électrons, c'est un véritable enfer computationnel. Pourquoi? Parce que chaque électron interagit avec tous les autres, et ce, en même temps. On ne peut pas calculer les interactions une par une. C'est le fameux problème à n corps. Et c'est la raison pour laquelle il faut des supercalculateurs monstrueux pour faire de la chimie quantique. Ok, récapitulons. On sait maintenant calculer l'énergie d'une seule molécule, avec ses noyaux bien sages et immobiles. C'est super, mais un peu abstrait, non? Comment on passe de ça, de cette information microscopique, à des grandeurs qu'on peut mesurer dans un labo, comme la température ou la pression d'un gaz? Il nous manque un pont entre ces deux mondes. Et ce pont, ce sont nos 2 piliers suivants. La question est donc vraiment celle-ci. On a une description parfaite au niveau quantique d'une molécule toute seule dans son coin. Mais dans une simple goutte d'eau, il y a des milliards de molécules qui s'agitent et interagissent. Comment on fait le lien? Eh bien, la solution, c'est ce fameux pont. Ça s'appelle la mécanique statistique. C'est une branche de la physique absolument géniale qui utilise un outil mathématique, la fonction de partition, pour, en gros, faire la moyenne statistique de tous les comportements individuels des molécules. Et à partir de cette moyenne, elle arrive à prédire le comportement de l'ensemble.
Et grâce à ce pont, nos calculs d'énergie quantique, qui semblaient si abstraits, se transforment d'un coup en grandeur très concrète, des choses mesurables. On peut enfin calculer l'énergie libre de Gibbs pour savoir si une réaction va se produire toute seule. On peut calculer la pression d'un gaz, sa température. En gros, ça y est, on a connecté le monde de l'atome au monde du bécher de laboratoire. Notre machine de base est maintenant assemblée, et elle marche très bien pour une bonne partie de la chimie. Mais, que se passe-t-il si on veut s'attaquer à des cas plus extrêmes ? Par exemple, la chimie des éléments très très lourds, ou si on cherche une précision quasi parfaite. Là, notre modèle de base ne suffit plus. Il faut lui ajouter 2 couches de complexité, 2 piliers supplémentaires. Pour les éléments lourds ou quand on a besoin d'une précision diabolique, notre modèle standard ne tient plus la route. Il faut aller plus loin. On doit alors ajouter 2 nouvelles couches à notre machine, la relativité et la théorie quantique des champs. Et ce n'est pas juste pour le plaisir de compliquer. Prenez le tableau périodique. À partir de l'élément numéro 70, le tantal, les effets de la relativité deviennent tellement importants qu'on ne peut plus faire comme s'ils n'existaient pas. Si on essaie de décrire la chimie de l'or, du platine ou du mercure sans la relativité, eh bien on obtient des résultats qui sont tout simplement faux. La couleur de l'or, par exemple, est un effet purement relativiste. Mais pourquoi donc? C'est parce que dans ces atomes énormes, avec un noyau très chargé, les électrons les plus proches sont accélérés à des vitesses folles, proches de celles de la lumière. Du coup, la bonne vieille équation de Schrödinger, elle n'est plus valable. Il faut passer à l'équation de Dirac. Et là, ça change tout. La forme des orbitales atomiques est modifiée et une propriété incroyable, le spin de l'électron, qui est un peu une rustine dans la théorie de Schrödinger, eh bien, il apparaît ici tout naturellement, comme par magie. Et si on veut atteindre le sommet de la montagne, le summum de la précision, là, il faut sortir l'artillerie lourde, la théorie quantique des champs. C'est elle qui donne le cadre théorique pour les méthodes les plus précises qui existent aujourd'hui, comme la théorie des couplets clusters. C'est, disons, une manière extrêmement sophistiquée et juste de prendre en compte toutes les interactions entre tous les électrons. Voilà, on a nos 6 piliers. On a assemblé notre machine à prédiction de la base classique au sommet relativiste. Mais, dans la vraie vie, un chimiste utilise presque jamais tous les piliers en même temps. Pourquoi ? Parce que toute la pratique de ce domaine repose sur un seul et unique principe, le compromis. Et le voilà, ce fameux compromis. C'est simple à comprendre. À chaque fois qu'on ajoute une couche de physique plus réaliste, plus fondamentale, bien sûr, la précision de nos prédictions augmente. Mais le coût, lui, le temps de calcul nécessaire, il n'augmente pas un peu, il explose. Il explose de manière exponentielle. Cette citation, je trouve, résume parfaitement toute la philosophie du domaine. Toute son évolution, c'est finalement un effort constant pour grimper cette échelle, pour remplacer les vieilles approximations, pratiques mais un peu fausses, par des théories plus rigoureuses, plus unifiées, et on ne peut le faire qu'au rythme des progrès de la puissance de calcul de nos ordinateurs. Donc, si on doit résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que la chimie ab initio, ce n'est pas une seule théorie monolithique. C'est plutôt une pyramide, une hiérarchie de théories où chaque étage ajoute une dose de réalité physique. Et tout le talent du chimiste numéricien, c'est de savoir choisir le bon étage, celui qui offre l'équilibre parfait entre la précision dont il a besoin et le coût de calcul qu'il peut se permettre. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir. Parce que nos ordinateurs deviennent de plus en plus puissants, ces calculs de plus en plus abordables. Alors, qu'est-ce qui va se passer le jour où on pourra concevoir un nouveau médicament, un matériau révolutionnaire ou un catalyseur super efficace, non plus par des années d'essais et d'erreurs en laboratoire, mais par pure conception théorique sur un ordinateur? Les possibilités, franchement, donnent le vertige.